Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'invité de l'économie qui aujourd'hui s'intéresse à la contribution et au rôle de la diaspora au développement de l'Afrique. Un sujet que nous allons développer avec Marcelin Koba. Il est expert en migration et développement. Bienvenue à vous, Monsieur Koba, sur Sika TV. Merci, madame. Alors, nous allons commencer déjà par définir ce qu'on entend par diaspora. La diaspora, c'est, on peut dire en termes simples, l'ensemble des citoyens d'un pays ou par exemple d'un continent qui sont répartis en dehors de l'aire géographique d'origine. Quand nous prenons l'Afrique, tous les ressortissants africains établis en dehors de l'Afrique constituent la diaspora africaine, en termes simples. Alors, l'Union africaine désigne la diaspora comme l'une des 6 régions de l'Afrique. Est-ce normal à votre avis? Tout à fait, parce qu'on estime à 1 milliard d'Africains qui vivent en dehors du continent et qui contribuent au quotidien à la survie et au développement du continent. Et donc, pour l'Union africaine et pour tous les Africains d'ailleurs, c'est très important que cette diaspora occupe cette place que l'Union leur reconnaît. Et concrètement, que vaut la diaspora africaine? La diaspora africaine, c'est une diaspora remplie d'investisseurs d'abord, investisseurs sur le continent et même ailleurs, parce que la diaspora a le souci de... J'ai oublié de préciser qu'il y a toujours une notion d'attachement au lieu de départ. Donc, Forcément. tous ceux qui se revendiquent toujours d'Africains, quel que soit le nombre d'années qu'ils aient passé en dehors du continent, ils ont des liens, soit des liens de famille ou des liens par rapport à leurs engagements, tant citoyens, politiques, économiques ou autres. Et aujourd'hui, on considère la diaspora africaine comme étant une des sources de développement, en ce sens que, par exemple, quand je prends le cas du Nigeria, la diaspora du Nigeria, il y a quelques années, ils ont investi dans ce qu'on a appelé Diaspora Bond du Nigeria, qui a été une des sources pour refinancer le développement du pays. Les Ghanéens ont fait pareil et beaucoup d'autres pays africains. Aujourd'hui, quand vous allez en Europe, notamment en France, la diaspora malienne est une diaspora très remarquable et la plupart des investissements de cette diaspora-là dans leur pays d'origine en termes sociaux, la construction d'écoles, les puits, tout ce qui est aménagement et impact direct sur la vie sociale des citoyens maliens, ils doivent cela en partie à sa diaspora. Et quand l'Union africaine voit tout ça, elle ne peut que considérer et accorder cette place-là que la diaspora a. Donc voilà un peu pourquoi aujourd'hui la diaspora africaine doit avoir autant de considération. Et l'une des choses dans le cadre de cette réorganisation, l'une des choses que l'Union africaine est en train de mettre en place depuis 2017, je dirais, c'est d'avoir un peu comme un cadre général de politique pour définir un peu comment la diaspora peut contribuer mieux. Jusque-là, il y a des études qui ont prouvé qu'il y a des choses qui se réalisent, mais il n'y a pas encore un cadre dans lequel ça se fait pour que cela puisse être canalisé, orienté et mesuré. Voilà pourquoi ce document de politique c'est le draft est déjà disponible. J'espère que les démarches sont en cours pour que cela soit validé. Et après cela, vous allez voir un peu en quoi la diaspora africaine peut contribuer à la gouvernance de nos États, en quoi la diaspora peut contribuer sur les questions de santé, sur les questions d'investissement, sur toutes les questions qui sont liées à la vie du continent et à la vie des Africains. Quand on prend la diaspora nigériane, par exemple, oui. Qu'est-ce qu'elle vaut? Alors, en termes d'effectifs, il n'y a pas beaucoup de chiffres précis qui le disent, mais les estimations nous donnent un peu des chiffres qui sont au-delà de 10 millions de Nigérians en dehors du pays, mais aussi sur le continent et en dehors du continent. Alors, avec cet effectif-là, par exemple, vous allez constater, et comme le dit un collègue, c'est des envois de fonds au pays pour le quotidien des familles. C'est des envois de fonds au pays pour investir dans de petites entreprises que la plupart d'entre eux, ils ont laissé en partant. C'est aussi des envois de technologie parce que la plupart des innovations sur le continent, je dis la plupart des innovations sur le continent est venue de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora africaine, nigérienne et dans beaucoup d'autres pays, par rapport à la rencontre des questions du numérique, on voit qu'il y a beaucoup d'apports. Avec le développement des GSM, il y a beaucoup de contributions. Les questions de formation aujourd'hui, il y a tellement de contributions et tellement d'impact que cette diaspora-là a sur le continent aujourd'hui. Et le Niger est un très bel exemple en ce sens qu'aujourd'hui,
Vous voyez des Nigérians, quel que soit là où ils sont dans le monde, ils ont toujours une connexion, ils ont toujours un lien avec le pays. Et dès qu'ils ont l'occasion, je sais qu'il y a parfois les questions de politique qui ne permettent peut-être pas à tout le monde de s'impliquer, mais des gens, même en dehors du cadre politique, ont des gens avec qui ils sont en train de travailler pour faire avancer la cause du pays au quotidien. Est-il réellement possible, M. Koba, de quantifier la contribution de la diaspora au développement? Oui, cela est possible dans la mesure où il y a des études, et personnellement j'ai participé à certaines d'entre elles quand je prends le volet transfert de fonds. La Banque mondiale, les banques centrales de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, et beaucoup d'autres institutions financières font l'effort chaque année d'apprécier un peu en termes de volume les transferts de fonds. Il y a des chiffres qui nous donnent 273 millions pour l'année 2017, de dollars, bien sûr, pour l'année 2017 sur le continent. C'est assez important. Et ces transferts de fonds constituent aujourd'hui, devant l'aide au développement, une source importante de financement du développement. Et si les États africains s'organisaient pour justement réussir à mettre en place des politiques, les institutions, les cadres dans lesquels on pourrait quantifier cela, on pourrait mesurer, vont se mettre en place et les Africains de la diaspora pourraient faire une contribution et seront à l'aise parce que quel que soit le gouvernement ou le système en place, on sait qu'on peut investir dans le pays, on sait qu'il y a des défis dans tel secteur parce que le gouvernement en place a mis en place un programme d'action et ils sont orientés à investir dans les domaines. Je ne peux pas manquer de souligner le fait que la contribution de la diaspora n'est pas que philanthropique. Il y a des Africains qui vivent en dehors du continent qui ont envie de créer de la richesse parce que nous savons ce que c'est que les questions de l'emploi des jeunes sur le continent et les conséquences. Donc il y a des Africains qui sont soucieux d'investir dans ces domaines-là, qui le font déjà, mais tant qu'il n'y a pas une politique, pour qu'on puisse savoir sur un an, du point de vue investissement direct, apport de l'épargne, transfert de fonds, les questions de santé, les questions de scolarité, etc. On ne pourrait pas quantifier, on va rester un peu dans les nuages, mais sur la base des informations et de tout ce que nous faisons actuellement, nous voyons quand même qu'il y a des efforts qui se font pour que cet apport de la diaspora là, puisse être quantifié, mesuré et surtout voir en quoi ça impacte le quotidien des Africains qui ne sont pas encore partis. Mais concrètement, est-ce que l'environnement est favorable pour l'investissement de la diaspora? Nous prenons par exemple ces Africains qui vont à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, etc., mais qui ont du mal à revenir en fait, se développer quelque chose, on va dire, dans leur pays d'origine. Est-ce que vous pensez que réellement des dispositions sont prises pour favoriser en fait l'investissement de la diaspora? Il y a tellement de mots, la corruption qui est incriminée, il y a les lourdeurs administratives, etc., qui font en fait que la plupart du temps, ceux qui ont le courage de revenir dans leur pays d'origine ne restent pas longtemps. Oui, effectivement, il y a ces défis-là. On ne peut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de défis qui font que les Africains de la diaspora n'arrivent pas encore à investir dans leur pays. Et au nombre de ces défis-là, vous avez énuméré certains tout à l'heure, mais je vais mettre l'accent sur un élément aussi banal que la lourdeur administrative. Je donne un exemple. Vous êtes dans un pays africain, qu'il soit francophone ou anglophone, vous ne pouvez pas dire à un ami qui est en dehors du continent, notamment en Europe, voici par exemple pour créer une entreprise au Bénin, au Nigeria, au Ghana, voici les formalités à suivre. Dans certains pays, théoriquement, vous avez les informations. Mais une fois que les gens viennent sur place, on vous dit qu'en 72 heures, vous aurez tel papier, mais ils vont faire une semaine, parfois un mois, plus que le séjour prévu et n'a pas le document. Donc cela entrave vraiment le souci et la volonté de certains Africains de venir investir sur le continent. Au-delà de ça, il y a certaines mesures politiques. Je dis politiques parce que c'est une question du système de gouvernement en place qui ne favorise pas ou que certains de la diaspora ne trouvent pas favorable à leur investissement. Quand je prends le code des investissements dans la plupart de ces pays-là, nous entendons souvent dire que les gens veulent que les investisseurs étrangers viennent, mais ces investisseurs étrangers, au lieu qu'ils soient peut-être d'autres nationalités, que ce soit d'abord des Africains. Et le code, quand vous voyez les pourcentages, vous voyez les restrictions, vous voyez les obligations, parfois, plusieurs Africains se disent, mais si je suis dans un pays où j'ai plus de facilité à investir et que chez moi, il y a autant de difficultés, je préfère reporter ou je préfère différer ma volonté de le faire. Mais il y en a qui sont allés plus loin parce que les études nous ont permis de constater qu'il y en a qui ont voulu
braver un peu ces défis-là. Malheureusement pour eux, l'expérience a été un peu amère. On est resté très longtemps à attendre un document où pendant qu'ils sont là, on a changé une autorité à un poste donné. Ça a remis en cause tout ce qui était déjà sur le point d'être finalisé. Le gouvernement a fait un remaniement ministériel, tout est remis en cause. Contrairement à leurs habitudes dans d'autres pays où l'administration a une continuité, ce n'est pas toujours vrai sur le continent. Selon qu'on passe d'une élection à une autre, selon qu'on passe d'un régime à un autre, parfois il y a des choses qui entravent un peu le souci de ces Africains-là de venir. Et pour finir, ce n'est pas que les Africains, parce que j'ai oublié de vous dire que la diaspora africaine, c'est aussi des réseaux, des connexions. Vous pouvez avoir des amis qui soient financiers, vous pouvez amener directement quelqu'un venir investir parce qu'il en a les moyens, mais dès que vous avez ces freins devant vous, vous n'avez pas la langue déliée pour lui dire un peu chez moi, voilà autant de facilité. Même si je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gouvernements africains font l'effort de présenter je dirais les avantages à venir investir dans leur pays. On voit ça, mais ça, pour nous, ça s'arrête à la réalité est souvent beaucoup plus dans les documents, la réalité est autre. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de boulot. Et certains pays africains ont commencé déjà à faire cet effort-là. Je peux citer, sans citer le cas du Ghana. Récemment, il y a eu des facilités qui ont été accordées. Au point où c'est la diaspora ghanéenne qui a racheté Ghana Telecom, qui était une entreprise publique en difficulté, et on leur a permis de le faire. Donc, de ces genres d'initiatives, ça a commencé par prendre. Et nous, dans notre position d'experts et de spécialistes de la question, nous voulons inciter et encourager tous les gouvernements à faire beaucoup d'efforts pour amener la diaspora à investir davantage dans nos pays, parce que nous en avons vraiment besoin. Mais finalement, comment mieux tirer profit de l'investissement, de l'apport de la diaspora au développement de l'Afrique? Déjà, il faut commencer par rassurer les Africains de la diaspora. Comment? En mettant en place des cadres législatifs et réglementaires qui rassurent. Et ces cadres législatifs ne vont pas changer au gré d'un gouvernement, au gré d'une structure qui part. Deuxième chose, et quand nous disons cela, la célérité dans les prises de décision aussi au sein de l'administration. Si on vous dit qu'en 24 heures, vous aurez tel document, il faut que cela soit une réalité. Troisième chose, avec l'aide du numérique, on doit aujourd'hui faciliter l'accès à l'information. On n'a pas besoin de se déplacer de la Chine pour venir au Bénin ou venir, je ne sais pas, en Sierra Leone, avant d'avoir une information sur la procédure de telle ou telle chose, même à distance. Mais aujourd'hui, ça reste un défi. Je sais que certains pays sont en train de faire des efforts pour mettre l'information publique en ligne. Donc, c'est les points sur lesquels on peut travailler. L'autre chose, c'est que la confiance de la diaspora avec un environnement, je dirais, le cadre légal. Quand vous avez un problème en tant qu'investisseur, comment la justice prend le dossier, combien de temps ça prend pour traiter, les questions du foncier, est-ce que ça rassure, je vais acheter un domaine, est-ce qu'en payant, je n'aurai pas des difficultés en installant une entreprise d'ici 5 ans, 10 ans. Dès que ces questions sur le plan législatif, sur le plan social, sur le plan réglementaire pourraient être réglées, ça pourrait mettre en confiance plusieurs Africains. Mais nous devons aussi souligner la nécessité de montrer aux Africains que il y a un peu, excusez-moi, une certaine mentalité de profiteurs de ces gens-là, parce qu'on les trouve un peu plus nantis que ceux qui sont restés au pays. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'on les laisse venir investir, travailler, recruter nos jeunes qui sont formés dans nos universités, qui n'ont pas encore de boulot, et combler un peu les faiblesses de nos gouvernements et de nos États. Parce qu'il ne s'agit pas de voir que telle personne, on en a vu dans certains pays, quand les membres de la diaspora se mobilisent, ils constituent un peu comme une menace, parce que désormais, sur les questions de politique, ils ne pourront pas avoir ils pourraient influencer l'électorat et tout ça. Donc, on peut créer des difficultés artificielles pour les empêcher de venir investir dans le pays. Je pense que dès que ces goulots-là pourraient être levés, on verra davantage la main de la diaspora sur le continent. Une dernière question, M. Koba. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la diaspora africaine, très rapidement? L'avenir de la diaspora africaine est rassurant dans ce sens qu'elle est de plus en plus une diaspora formée, une diaspora élitiste, une diaspora qui s'intéresse aux défis du continent. Et si les conditions sont réunies, même s'ils ne viennent pas se réinstaller sur le continent, ils sont prêts à contribuer au développement du continent. Et les institutions comme l'Union africaine et beaucoup d'autres, la CEDEAO et toutes les institutions qui sont impliquées dans les questions de développement, doivent rassurer notre diaspora pour qu'elle puisse revenir, investir et contribuer au développement du pays. Merci beaucoup, M. Koba. M. Marcelin Koba était donc notre invité. Je rappelle qu'il est un expert en migration et développement. Merci d'être passé sur SICA. À très bientôt. Au revoir.